Donc, je vais vous présenter les deux intervenantes suivantes. Il y a Solène Kermarek, donc, qui est à ma droite, pédopsychiatre et docteur en psychologie au Centre national d'aide aux enfants et adolescents à haut potentiel. Elle a soutenu une thèse intitulée « Relations entre potentiel intellectuel, anxiété et dépression chez l'enfant » en 2017, sous la direction de Sylvie Torchman, donc, qui est là avec elle, professeure en pédopsychiatrie à l'Université de Rennes 1 et chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. Elle a dirigé l'ouvrage « Aider les enfants au potentiel en difficulté ». Elles vont donc vous présenter la question de l'anxiété et des hypersensibilités émotionnelles et sensorielles chez les enfants au potentiel, apport de la recherche. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous allons déjà, merci beaucoup de nous accueillir pour ce colloque qui va être apparemment très, très riche d'échanges. Donc, nous allons nous traiter la question de l'anxiété, des hypersensibilités émotionnelles et sensorielles chez les enfants au potentiel, apport de la recherche. Donc, ce sont des études que nous avons faites au CNAP, dont je vais vous parler un petit peu. Donc, c'est de la recherche, mais très liée à notre clinique, puisqu'on est un centre de clinique, un centre pour les jeunes à haut potentiel. Donc, je suis Solène Kermarek. Donc, la première présentation de l'étude sera la relation entre potentiel intellectuel et anxiété. Et puis, le professeur Torchman présentera deux autres études réalisées au centre. Donc, le plan, je vais d'abord vous parler un petit peu du contexte avant de vous parler de l'objectif de la recherche, la méthodologie utilisée et quelques résultats pour ensuite discuter de ces résultats et ouvrir sur des perspectives. Alors, le contexte, c'est déjà voilà, une étude réalisée au CNAP. Donc, c'est important parce que c'est un contexte de lieu de soins. Donc, on a évidemment un biais de recrutement qui est que nous recevons des jeunes reconnus à haut potentiel ou pour lequel on pense qu'il y aurait un fonctionnement au potentiel et nous allons du coup réaliser un bilan. Donc, on n'est pas comme sur la présentation tout venant, enfin sur la présentation précédente, sur une population de jeunes tout venant. Enfin voilà, ce sont des jeunes qui viennent avec une demande particulière. Donc, cette unité a trois grandes missions. Une mission d'évaluation du haut potentiel et des difficultés de l'enfant, puisque nous sommes un lieu de soins, donc on reçoit des enfants pour lesquels il y a des problématiques qui nécessitent le regard de pédopsychiatre, de psychologue. La deuxième mission est une mission de prise en charge qui constitue à peu près une mission comme dans un CMP, où là, nous allons pouvoir accompagner des enfants qui ont été reconnus à haut potentiel par le centre et qui dépendent de notre secteur géographique. Et une mission de recherche clinique et de formation des professionnels. En effet, tous les bilans des jeunes reçus dans l'unité sont intégrés dans une base de données. Les parents sont tout à fait au courant et nous donnent leur accord, qui nous permettent par la suite voilà, de travailler sur des hypothèses de recherche. Et là, actuellement, du coup, ce que je vous présente, c'est sur la thématique de l'anxiété. Donc, l'anxiété, pourquoi? Parce que c'est un motif très fréquent de demande de bilan au CNAP, c'est-à-dire que les parents font une demande par le biais de notre secrétaire et qui fait un peu le point avec les parents sur les difficultés que présentent leurs enfants. Et donc, ils nous parlent très, très facilement d'une anxiété. Donc, on a 80% de demandes de bilan où il y a des symptômes d'anxiété, alors de manière assez générale, anxiété généralisée ou un peu plus spécifique. Voilà. Par ailleurs, la revue de la littérature sur l'anxiété, il y a beaucoup d'idées reçues. On en a parlé aussi sur les présentations précédentes, avec beaucoup de choses très médiatisées et qui ne reposent pas toujours sur des études scientifiques. Quand on s'intéresse aux études scientifiques, là c'est pareil, comme ça a été dit précédemment, il y a beaucoup de résultats contradictoires. Alors, il faut bien voir aussi la méthodologie employée, le type de population, les outils utilisés. En tout cas, sur la revue de la littérature que nous avions faite au moment de cette étude, on trouvait des études où il y aurait moins d'anxiété chez les enfants au potentiel, d'autres études plus d'anxiété, pour d'autres études pas plus d'anxiété. Donc voilà, l'idée c'était d'aller voir qu'en était-il de notre population de jeunes au potentiel reçus au CNAP. Donc l'objectif, c'est une étude exploratoire, descriptive et prospective. Et l'idée, c'était de comparer les troubles anxieux
chez les enfants au potentiel reçus dans notre unité, en fonction de 3 sources d'observation et en fonction du profil cognitif de l'enfant, qu'on allait comparer aux résultats de jeunes reçus également en bilan, mais qui se révèlent à l'issue du bilan pas à haut potentiel. Donc, notre cohorte et nos 2 cohortes sont constituées de cette façon. Donc, la population a été recrutée au CNAB. Donc, ce sont des enfants et adolescents en difficulté, je le rappelle. Dans notre population, on avait 932 enfants, donc âgés entre 6 ans et 16 ans, 11 mois, puisque ce sont des jeunes qui avaient tous passé le WISC 4 pour un souci d'homogénéité. Et les enfants ont bénéficié d'un bilan complet au CNAP. Donc, l'identification du haut potentiel, comme ça a été dit aussi sur les présentations précédentes, on s'est là centré sur le test de QI avec le WISC 4, mais on s'est intéressé alors non seulement au fait d'avoir un QI supérieur ou égal à 130 ou non, mais on a aussi regardé de manière plus détaillée les résultats en fonction aussi des résultats aux 4 indices, car c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de jeunes avec des profils hétérogènes où un score global n'est pas calculé et avec des profils assez particuliers. Donc, ça nous intéresse aussi d'aller chercher un petit peu en détail en fonction des indices. Et l'autre chose, c'est que l'anxiété était évaluée aussi avec l'idée d'avoir une vision globale. On s'intéressait à la fois à l'observation parentale. Est-ce que leurs parents trouvaient leur enfant anxieux ou non, mais également à travers le diagnostic pédopsychiatrique à l'issue du bilan de l'enfant. On pose un diagnostic selon les classifications CIM-10 ou DSM-5, mais aussi par l'utilisation d'un autoquestionnaire, donc le RCMAS, un autoquestionnaire d'anxiété, donc avec des questions oui-non, un questionnaire de 37 questions, qui est passé de manière systématique aussi à l'enfant lors du bilan, lors d'un rendez-vous avec un psychologue dans l'unité. Alors, les résultats. Donc, notre population, comme je vous disais, 932 enfants et adolescents. Là aussi, avec une répartition filles-garçons, 168 filles pour 764 garçons. Donc, on pouvait distinguer 2 groupes en fonction du QIT, supérieur ou égal à 130, mais aussi, comme je vous le disais, en fonction aussi des résultats à chacun des indices du WISC 4. Alors, donc, quelques résultats. Donc, l'anxiété diagnostiquée par le pédopsychiatre et les niveaux du potentiel intellectuel. Alors, bon, ça fait un tableau un peu chargé, mais ce que vous avez en encadré rouge, c'est le résultat significatif, où on voyait que chez les enfants avec un QIT supérieur ou égal à 130, le diagnostic pédopsychiatrique montre de manière significative plus de troubles anxieux à travers ce diagnostic, alors qu'il n'y a pas de différence lorsqu'on s'intéresse aux sous-dimensions ICV, IRP, IMT ou IVT supérieures ou égales à 130. Là, il n'y avait pas de différence significative. Si on s'intéresse à l'anxiété évaluée par l'enfant lui-même, donc le RCMAS, là, le résultat significatif concerne les jeunes ayant un profil cognitif hétérogène avec un ICV supérieur ou égal à 130, où là, les jeunes ayant ce résultat supérieur d'ICV supérieur ou égal à 130 se perçoivent là aussi plus anxieux que les jeunes n'ayant pas un ICV supérieur ou égal à 130. Alors que pour le QI total, il n'y a pas de différence significative, donc à la différence du diagnostic pédopsychiatrique. Un autre résultat aussi, tout en bas, en vert, qui concerne le raisonnement perceptif, où là, c'est plutôt l'inverse. Lorsque l'IRP était supérieur ou égal à 130, les jeunes se perçoivent moins anxieux à travers le test, le questionnaire RCMAS, de manière là aussi significative. Alors, on a également réalisé une analyse de régression linéaire multiple pour essayer de prédire le score au RCMAS, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir si, en fonction module, si un score d'un indice du WISC 4 se modifie, comment est-ce que évolue le score du RCMAS.
Là, on obtient 2 scores significatifs. Donc, plus le score à l'ICV augmente et plus le score global au RCMAS augmente aussi. Donc, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, inversement, plus le score à l'IRP augmente et plus le score au RCMAS, lui, diminue. Donc, par contre, il n'y a pas de significativité lorsqu'on s'intéresse à la mémoire de travail ou à la vitesse de traitement. Voilà, alors donc on a parlé des sources d'observation, le pédopsychiatre, l'enfant. Quand on regarde la source d'observation des parents, c'est-à-dire qu'on demande aux parents s'ils trouvent que leur enfant est anxieux, hein, c'est une question très ouverte. Et là, il n'y avait pas de relation significative observée entre cette question-là et les différents niveaux de QI total ou d'autres indices supérieurs ou égaux à 130. Alors là, c'est pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous avez aussi des éléments qui concernent la dépression parce que dans cette étude, on s'était aussi intéressé de la même manière à la dépression à travers aussi un outil, un auto-questionnaire de dépression. Mais comme aujourd'hui, on était plus centré sur l'anxiété, sur la thématique de la journée, voilà, je ne détaille pas aujourd'hui la dépression, mais voilà, je vous mets quand même les résultats résumés. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui est plutôt en rouge serait plutôt des facteurs un peu de vulnérabilité, où on voit que finalement, lorsque, avec un QIT supérieur ou égal à 130, on observe plus de diagnostics de haut potentiel, d'anxiété du côté du médecin par rapport à notre population contrôle, qui est donc un groupe de jeunes consultants aussi au CNAP, mais n'étant pas haut potentiel. De la même façon, les jeunes présentant un ICV supérieur à 130 se décrivent aussi plus anxieux que ceux qui ont un ICV pas supérieur à 130. Et du côté de la dépression, là, c'est plutôt les parents. Lorsque les jeunes avaient un score supérieur ou égal à 130 à l'ICV, les parents les percevaient plus déprimés que ceux qui n'avaient pas. Et parallèlement, on peut voir aussi des facteurs plus peut-être de protection. Et on voit que l'IRP, lorsqu'il est supérieur ou égal à 130, les jeunes se perçoivent moins anxieux au RCMAS. Par contre, du côté de la dépression, c'est plutôt lorsque l'IMT et l'IVT sont supérieurs ou égal à 130 que là, il y a moins de dépression perçue par les enfants à travers le questionnaire de dépression, le MDIC. Alors, on a évidemment, dans cette étude, il y a certaines limites qu'il est important de signaler. Hein, comme je l'ai dit un peu là depuis le début de la présentation, notre population a été recrutée au CNAP, donc une population de jeunes présentant des troubles. Donc, on a un biais de recrutement. L'observation parentale peut être jugée subjective. Hein, comme je vous disais, 80% des parents, quand ils nous contactent, estiment que leur enfant présente de l'anxiété. Le biais d'expression de l'enfant aussi à travers un auto-questionnaire, même si les outils qu'on utilise, voilà, on essaye de les contrôler pour voilà, vérifier qu'il n'y a pas trop un biais de contrôle de l'enfant. Voilà, ça reste quand même de la subjectivité de l'enfant. Par contre, cette étude apporte quand même des éléments intéressants. C'est une grande population. On a vu tout à l'heure comment c'était pas évident de recruter des grandes populations. Donc là, on a quand même deux larges cohortes. On a malgré tout un groupe contrôle, même si c'est un groupe contrôle de jeunes reçus pour des bilans, mais malgré tout, on peut comparer quand même une population avec un haut potentiel intellectuel par rapport à une population sans haut potentiel intellectuel. L'intérêt aussi est vraiment de prendre en compte non seulement le QI total, mais aussi les 4 indices, parce que vraiment on voit des spécificités. C'est ce qu'on voit nous aussi en clinique, avec des profils de fonctionnement qui sont intéressants à détailler.
la complémentarité aussi des sources et des outils d'observation. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre bilan, où on essaie d'associer à la fois de l'évaluation clinique, l'évaluation avec des outils standardisés, voilà, comme le test de QI, des échelles standardisées, des auto-questionnaires, la vision de l'enfant, des parents. Alors là, dans cette étude, on ne traite pas, mais on a aussi sur d'autres outils le regard aussi des enseignants, parce que pour pas mal de problématiques, le regard aussi de l'enseignant, de la scolarité est très important. Voilà, alors pour la discussion, voilà, j'ai quelques petites hypothèse qu'on travaille un peu aussi dans l'équipe. Alors, est-ce que à travers le diagnostic pédopsychiatrique, on a une vision aussi plus globale de l'enfant et lorsqu'on pose le diagnostic à la fin d'un bilan, on ne s'appuie pas non plus que sur, par exemple, le questionnaire RCMAS, mais on va prendre en compte la globalité de l'enfant dans toutes les informations qu'on a pu avoir dans le cadre du bilan et dans son observation. Par rapport à la vision des enfants, l'idée, c'est peut-être de se dire que les enfants qui auraient, alors, c'était peut-être pas partagé tout à l'heure sur d'autres interventions, mais c'est vrai que nous, ce qu'on observe dans notre population, c'est que peut-être que les enfants qui sont plus anxieux développent peut-être des moyens de défense contre des angoisses voilà, qui sont peut-être plus anciennes et que du coup, cette maîtrise dans tout le domaine verbal est peut-être un moyen de défense pour gérer des angoisses vraiment présentes et du coup qui développent certaines compétences avec ce besoin de maîtrise. Peut-être aussi que ce sont des enfants qui désinvestissent tout ce qui va être le côté ludique, les jeux, la créativité, pour se centrer sur des connaissances, des préoccupations qui ne sont peut-être en effet pas toujours de leur âge et qui peuvent, là, au contraire, créer de l'anxiété chez eux et qui vont pouvoir exprimer à travers ce questionnaire. Par contre, les enfants qui seront plus centrés auprès d'activités plus de logique et moins peut-être dans le verbal, moins dans les relations sociales, vont peut-être être un peu protégés justement de ces troubles anxieux et seront moins susceptibles à développer ces troubles-là, d'où peut-être le fait qu'ils perçoivent moins d'anxiété à travers ce questionnaire. Donc, pour nous, en clinique, c'était important de confirmer un petit peu ce qu'on ressentait dans la pratique au quotidien et de voir qu'il y a vraiment des tableaux cliniques qui sont plus associés peut-être à certains profils cognitifs. L'idée, c'est de mieux aussi caractériser leurs troubles pour du coup mieux les prendre en charge en fonction des profils, donc améliorer nos prises en charge thérapeutiques pour permettre aussi un meilleur épanouissement et éviter des problématiques peut-être dans le futur ou dans la scolarité. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être passer la parole au professeur Torchmann. Merci beaucoup Solène et bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste pour faire donc le lien avant de passer à la deuxième étude, c'est vrai que dans nos hypothèses, puisque finalement on en est aussi encore au stade de discuter, de voir comment on peut rebondir en termes de perspective de prise en charge, que ce soit en accompagnement thérapeutique ou en accompagnement pédagogique par rapport à tout ce qui est troubles anxieux. C'est vrai que c'est important de se dire que ce n'est pas des liens de causalité linéaire. C'est-à-dire si on a une association entre donc, des troubles anxieux et qui sont donc plus sévères du côté donc d'un indice de compréhension verbale donc qui est plus élevé. Ça peut être, comme l'a très bien dit Solène, donc qu'il peut y avoir donc des troubles anxieux qui vont du coup être contenus, maîtrisés par rapport à une maîtrise, un peu un perfectionnisme au niveau du langage verbal. Et on peut se dire qu'inversement, quand un enfant est à haut potentiel intellectuel, il y a peut-être au niveau de l'accessibilité, au niveau du langage verbal, au niveau des représentations, parce que finalement il peut y avoir des représentations aussi, donc sous forme d'images, mais au niveau des représentations verbales, peut-être que l'accessibilité, la plus grande accessibilité, la meilleure accessibilité à ces représentations verbales
peut-être venir cristalliser donc des inquiétudes, des préoccupations, des angoisses qui sont peut-être moins accessibles pour les autres enfants, et que du coup cette meilleure maîtrise du langage verbal, qui fait partie de notre définition d'intelligence. Je rappelle que dans les échelles de Wechsler, oui, il y a le langage verbal, il y a d'autres échelles d'intelligence à un niveau transculturel qui n'ont pas forcément donné autant d'emphase au langage verbal, mais en tout cas dans ce dont nous on s'est servi, à savoir donc les échelles de Wechsler, c'est vrai que qui dit haut potentiel intellectuel dit qu'ils ont à ce moment-là, en effet, pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi un profil d'ailleurs, où ils ont un ICV qui est souvent très élevé, et que cette accessibilité du coup à une meilleure compréhension du langage verbal peut leur donner une meilleure accessibilité à des représentations qui peuvent être inquiétantes. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est forcément ça. Je trouve que c'est très important de rester sur une absence de causalité linéaire, de laisser les choses en tout cas ouvertes, de façon à pouvoir ajuster du mieux possible la prise en charge. Et c'est, en tout cas, c'était une jolie étude qui montre l'importance aussi de ne pas rester sur le QI total et d'aller du coup sur les dimensions, et dont les 5, actuellement avec le WISC-5, les 5 dimensions bien sûr du WISC-5. Alors là, je vais vous parler d'une recherche qu'on a faite également au CNAP qui porte sur les représentations, alors des représentations en milieu scolaire, de qu'est-ce qu'est le haut potentiel intellectuel et comment, du coup, repérer des enfants qui seraient à haut potentiel intellectuel et les différencier donc, des autres de façon justement à pouvoir adapter donc, la pédagogie. Et donc là, je fais référence donc, aux grilles académiques qui sont utilisées dans un certain nombre d'académies, que ce soit du côté de Paris, que ce soit du côté d'Orléans-Tours. Là, on s'est servi de la grille académique d'Orléans-Tours, qui va lister tout un certain nombre de variables, des variables du côté intellectuel, par exemple par rapport au langage, le langage de l'enfant, mais également d'autres variables qui là sont dans le cœur du sujet, à savoir par exemple l'hypersensibilité émotionnelle, qui est définie selon le gris de façon différente, d'où l'importance aussi d'avoir peut-être une définition en clair, ou en tout cas peut-être plusieurs définitions, où là dans les grilles qui ont été utilisées, il s'agit d'un trop-plein d'émotions, où un enfant surréagirait par rapport avec une sorte justement de over-excitability dont on parlait tout à l'heure avec de la première intervention, enfin la deuxième intervention, et puis d'autres variables aussi, je pense aussi par exemple au sens de l'injustice qui est souvent décrite chez les enfants au potentiel. Donc tout ça est mis avec donc beaucoup de variables, donc au moins une cinquantaine de variables dans ces grilles académiques. Et l'idée c'était de revenir sur quelque chose de très, on va dire, question de bon sens, à savoir que si ces variables sont si pertinentes que ça, elles devraient nous permettre de différencier, nous permettre vraiment de repérer des enfants à haut potentiel intellectuel. Elles devraient nous permettre donc de discriminer, de faire la différence, de mettre en évidence des différences significatives entre un groupe d'enfants à haut potentiel intellectuel et un groupe d'enfants qui n'est pas à haut potentiel intellectuel. Sinon, elles ne sont pas tout à fait discriminantes et pertinentes. Donc, on est resté sur ce postulat de départ que si ces variables étaient intéressante et discriminante, on devrait le retrouver par rapport à deux groupes, le groupe des enfants au potentiel intellectuel comparé au groupe des enfants non au potentiel intellectuel. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec, on a pris du coup la grille, une des grilles qui nous semblait vraiment très très bien faite, qui était, je trouve, en termes de validité, de contenu, qui était très vraiment descriptive, avec pas mal d'exemples, et qui était celle donc d'Orléans-Tours, la grille utilisée dans l'Académie d'Orléans-Tours, et on l'a donnée donc aux parents donc, au CNAP, donc aux parents des enfants à haut potentiel intellectuel et aux parents d'enfants qui ne sont pas à haut potentiel intellectuel. Je rappelle que, parce que peut-être une petite précision intéressante, que toujours au jour d'aujourd'hui, on a toujours un tiers d'enfants qui nous arrivent au CNAP et qui ne sont pas à haut potentiel intellectuel, avec des parents qui sont persuadés que leur enfant est à haut potentiel intellectuel, enfin persuadés en tout cas qui le pensent. Avant, c'était 2 tiers. Actuellement, c'est 1 tiers, avec un meilleur travail peut-être aussi avec les professionnels, mais ça reste quand même 1 tiers. Et il s'avère que c'est un excellent groupe contrôle, puisque ces enfants qui n'ont pas un haut potentiel intellectuel arrivent dans les mêmes conditions. Il s'agit d'une population clinique donc, qui est en difficulté, avec une demande de la part des parents qu'on les accueille au CNAP, puisque je rappelle que le CNAP, c'est uniquement pour des enfants à haut potentiel en difficulté. Si ceux qui vont bien, tant mieux pour eux. On ne les accueille pas au CNAP, il s'agit bien d'une population clinique. Et aussi un très bon groupe contrôle, parce que ça veut dire que pour certains d'entre eux, ils ont grandi depuis des mois, voire pour certains même des années, avec l'idée d'être différents, et avec des vraies différences. Certains vont avoir en effet des différences sur le plan intellectuel, mais en tout cas,
pas au point d'être identifiés sur les échelles que l'on utilise, sur les instruments d'évaluation utilisés au jour d'aujourd'hui et validés comme étant donc, à haut potentiel intellectuel. Donc, je vais vous montrer les résultats où, première partie de l'étude, on a comparé donc, parents, donc les réponses des parents d'enfants à haut potentiel intellectuel et les réponses des parents d'enfants qui ne sont pas à haut potentiel intellectuel. Alors là, c'est un test cognitif. Je ne sais pas le passer. Je ne suis pas à haut potentiel intellectuel. Voilà. Alors, recherche sur les représentations. Donc, du coup, les résultats montrent que sur toutes les variables qui ont été listées, il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 variables qui font une différence significative entre les deux groupes. Quand on compare, alors attention, c'est en effet observation parentale, mais c'est quand même intéressant. Voilà ce que disent les parents, et on ne leur a pas dit que c'était des variables qui allaient discriminer les deux groupes, c'est-à-dire que les parents répondent sur est-ce que votre enfant a le sens de l'injustice, est-ce qu'au niveau au niveau émotionnel, il surréagit, etc. Voilà, donc ils répondent oui ou non, sachant que celle de Orléans-Tours a en plus même l'intérêt de distinguer un gradient, mais enfin, c'est les mêmes résultats statistiques si on fonctionne en oui-non. Donc, il n'y a que 3 items qui discriminent les deux groupes de façon significative. Premier point, c'est les capacités attentionnelles, où en effet, donc, chez les enfants, chez les parents des enfants à haut potentiel intellectuel, ils vont restituer qu'il y a d'excellentes capacités attentionnelles. Alors, qu'est-ce que c'était les capacités attentionnelles dans la grille? C'était, avec des exemples, c'était attention flottante, mais finalement a compris donc, les consignes qui lui ont été données, ou faisait autre chose, mais a tout à fait compris et était capable de faire 2 choses à la fois et a pu tout à fait, au sein de la classe, répondre à ce qu'on lui demandait de faire. Donc, c'était pas mal décrit, donc je trouve que c'était assez pertinent la façon dont c'était décrit. Donc, premier point, donc première variable, c'est cette capacité attentionnelle. Le deuxième point, c'est un accès précoce, donc c'est le développement du langage verbal avec, alors ça on peut se dire, du coup on peut le voir que chez les enfants maternels, etc. Sauf que ce qui est décrit, c'est que le niveau de langage verbal, même après, même dans les autres classes, reste beaucoup plus riche, avec un vocabulaire qui est riche, qui est adapté, qui est même, ce qui est décrit même, c'est ce qu'on dit un petit peu tout à l'heure, donc un petit peu un perfectionnisme par rapport donc, aux mots qui sont utilisés. Ça veut dire que, quel que soit l'âge et les classes de l'enfant, on va retrouver donc un décalage quand même par rapport au langage verbal avec quelque chose qui vient interpeller même l'enseignant sur le fait que, enfin là du coup même les parents, sur le fait que l'enfant donc a un langage qui est quand même beaucoup plus en avance qu'il ne devrait l'avoir par rapport à son âge. Et ça persiste même au niveau de l'adolescence, parce qu'on a été regardé justement, est-ce que c'était dit aussi pour des enfants qui n'étaient pas uniquement des enfants, mais des préadolescents et adolescents. Ça persiste, donc c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et enfin, troisième point, c'est l'acquisition rapide et parfois spontanée. Je dis parfois spontanée parce que des fois, en effet, on peut se poser la question de savoir si l'enfant, les parents ou d'autres personnes auraient pu le faire travailler. Mais en tout cas, une acquisition donc rapide donc de la lecture, donc un développement précoce. On retrouve cette idée finalement de précocité. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup défendu le terme haut potentiel intellectuel, le mot potentialité. Et je me retrouve devant 2 items où il s'agit de la précocité quand même qui apparaît comme étant vraiment le plus discriminant. Et je pense que c'est important de pouvoir le souligner. Voilà, je ne dis pas que je me suis trompée parce que je pense que le potentiel, ça a intérêt de dire que ça peut être inhibé ou ça par certains facteurs, ou ça peut s'exprimer avec des facteurs facilitateurs. Donc c'est tout à fait intéressant le terme de potentialité. Mais là, ce qui ressort uniquement du coup sur des cinquantaines de variables, je n'en ai même plus que 50, c'est uniquement 3 variables, dont 2 qui portent sur la précocité. Et voilà, donc ça, je trouve. Et donc, du coup, on peut se dire, mais celle-là, à quoi ça sert la troisième, puisque s'ils sont en cinquième, à quoi ça sert? Ça sert parce qu'au niveau de l'anamnèse, on peut tout à fait, en effet, poser des questions sur comment s'est passée la lecture spontanée, à quel âge l'enfant a appris à lire. C'est quand même des items qui sont tout à fait faciles à pouvoir repérer. Alors, on a fait la même chose après. On s'est dit, moi, je continue. Donc, je continue avec ces fameuses grilles, parce qu'on était surpris par les résultats. Je m'attendais à beaucoup plus de variables qui allaient sortir. Peut-être un petit mot sur 2 variables qui vont vous intéresser. Le sens de l'injustice entre le groupe des hauts potentiels intellectuels et le groupe des non hauts potentiels intellectuels. D'après vous, de toute façon, là, il n'est pas significativement plus fréquent. Mais d'après vous, est-ce qu'il est similaire ou est-ce qu'il serait même plus fréquent chez les enfants qui ne sont pas hauts potentiels intellectuels? Qu'est-ce qui dit plus fréquent chez les enfants non hauts potentiels intellectuels? Bon, il y en a peu. Voilà. Alors, c'est similaire. Les résultats, il n'y a pas de différence significative. Alors, c'est vrai, on peut se dire
on augmente les cohortes, est-ce qu'on trouvera des résultats différents? Bon, je rappelle quand même que les cohortes sont de taille assez importante déjà, donc voilà, on peut dupliquer les résultats avec des cohortes plus importantes, à un niveau, on va dire, plus national, mais ce résultat est quand même d'ores et déjà intéressant, c'est-à-dire que le sens de l'humour, y compris, alors c'était très bien décrit dans la grille Orléans-Tours, il y avait humour sarcastique, humour, enfin, pour pas qu'on dise que c'était pas... Certaines personnes auraient pu penser que ce n'était pas vraiment le sens de l'humour parce que c'était sarcastique. Donc, c'était décrit qu'il peut y avoir différents types de l'humour, y compris l'humour sarcastique. Ça ne sort pas du tout. Et enfin, je vais finir sur la touche qui nous intéresse aujourd'hui, l'hypersensibilité émotionnelle. Alors là, je ne vais même pas vous demander dans la salle parce que je ne veux pas provoquer un mal-être ou un malaise. Ça sort du côté des enfants non à haut potentiel intellectuel. Il y a significativement plus d'enfants, enfin de parents d'enfants non à haut potentiel intellectuel qui vont cocher que leur enfant a une hypersensibilité émotionnelle, un peu comme si finalement les capacités intellectuelles pouvaient peut-être permettre de gérer un peu différemment un trop-plein. Donc, alors c'est vrai que après ça rejoint des résultats qui nous ont été montrés où là finalement ça ne sortait pas du côté de votre recherche, mais ça ne sort pas sur quelque chose qui est peut-être moins fin que votre recherche. Ça ne sort pas en tout cas du coup dans cette grille. Et c'était pas inintéressant aussi de pouvoir le montrer. Et enfin, on verra dans les conclusions, du coup, bien évidemment, attention à ces grilles, attention aux représentations, aux clichés qu'on peut avoir sur ces enfants. On a continué avec ces grilles puisqu'on participait à des formations donc pour le coup, pour des chefs d'établissement et des IEN, des inspecteurs d'éducation nationale à Poitiers. Et on avait la chance du coup d'avoir des amphis pleins donc de chefs d'établissement et d'IEN. Et donc, on a fait la même démarche, c'est-à-dire qu'on a comparé les réponses que nous donnaient les chefs d'établissement, les IEN, donc on en avait à peu près donc 270, donc c'était pas mal, avec du coup les réponses des parents d'enfants à haut potentiel. Et voilà ce que ça donne. Ah, je continue, hein, je persiste. Merci. Vous voyez la différence. Alors, voilà ce que ça donne dans les résultats. Donc, pareil, 3 items vont sortir et bingo, c'est-à-dire qu'on retombe de nouveau encore sur cette capacité attentionnelle où les parents vont mettre en avant, des parents d'enfants à haut potentiel, c'est cette capacité attentionnelle où ils pensent que leur enfant, des fois, a une attention tout à fait flottante, mais percute complètement ce qui lui est dit et intègre et peut faire plusieurs choses à la fois, donc ce qu'on appelle l'attention divisée. On verra après à un niveau cognitif les différents types de capacités attentionnelles. Et ce n'est pas, vous voyez qu'il y a une différence significative, ça veut dire que ce n'est pas forcément cette représentation-là qu'ont les chefs d'établissement et des inspecteurs d'éducation nationale. Donc là, on retombe sur quelque chose qui est important. Donc non seulement ça discriminait le groupe des enfants à haut potentiel intellectuel versus le groupe des enfants non à haut potentiel intellectuel par rapport aux représentations parentales, et pas uniquement les représentations, sur ce que les parents disaient réellement que faisait leur enfant. Mais là, on se rend compte qu'au niveau scolaire, il y a un décalage, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence, une capacité qui est perçue du côté de l'école, et c'est bien dommage, parce que ça fait partie uniquement des items qui vraiment, dans les deux groupes, parents enfants à haut potentiel versus parents non enfants à haut potentiel, ça fait partie de la variable qui discrimine, une des 3 variables qui discriminent les deux groupes. Ce qui ressort, qui n'est pas inintéressant aussi, c'est une augmentation selon les parents, hein, donc d'enfants au potentiel, c'est que leur enfant serait en permanence en train d'argumenter à l'école, hein, et puis aurait un grand besoin de reconnaissance de ses capacités, ce qui n'est pas forcément du coup perçu par le milieu scolaire. Et ça aussi, on peut se dire que là, il y a quelque chose d'un besoin de reconnaissance qui serait nécessaire d'un peu mieux satisfaire pour que peut-être que l'enfant pourrait à ce moment-là mieux exprimer en effet son haut potentiel intellectuel. Alors, à partir du moment où sur ces 2 parties de la recherche sur la représentation, les capacités attentionnelles sortent comme ça, on s'est dit qu'on allait faire un focus, qu'on allait s'intéresser un peu plus aux résultats qu'on avait au niveau des capacités attentionnelles. Donc, je vais vous présenter maintenant la 2e recherche qui sont les résultats que l'on a sur les capacités attentionnelles qu'on évalue, alors non pas au niveau d'une observation clinique, il ne s'agit pas de dire il se concentre ou pas sur sa tâche, mais au niveau vraiment d'évaluation cognitive, à savoir on a utilisé le TEA, le Test Everyday Attention, qui va distinguer plusieurs types de capacités attentionnelles. Et là, je vais vous montrer les résultats sur ces différents types de capacités attentionnelles. On en dira un petit mot pour chacun des types où il y a eu une différence significative. C'est celui-là, hein, Solène. Voilà. Voilà, donc on en arrive aux capacités attentionnelles. Et donc là, il y a un résultat en effet qui est vraiment intéressant, c'est que de façon générale, alors qu'il s'agit, je rappelle, d'une population clinique, c'est-à-dire d'enfants qui
ne vont pas forcément bien. Un des points communs de toute cette population clinique, c'est qu'ils sont pratiquement tous, alors je ne sais plus quel est le pourcentage, si c'est 75%, 77%, en difficulté scolaire quand même. Donc c'est vraiment la difficulté qui arrive au premier plan. Donc, c'est une population clinique dont certains peuvent être même totalement déscolarisés. Donc, ce n'est pas des petits troubles cliniques, enfin des petits troubles scolaires pour certains d'entre eux. Et donc, alors qu'on est en population clinique, voilà les résultats, c'est-à-dire que les capacités attentionnelles, bien qu'on soit en population clinique avec des enfants qui peuvent avoir, par exemple, des troubles anxieux, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il y a de très bonnes capacités attentionnelles qui sont préservées, et ce, de façon significativement meilleure, avec des scores significativement plus élevés chez les enfants à haut potentiel que chez le fameux groupe des enfants non à haut potentiel intellectuel. Et il y a trois types de capacités attentionnelles qui sortent. Donc, il y a la première dont je vais vous dire un petit mot, parce que c'est les résultats au niveau, en tout cas, probabilité, et la taille de l'effet aussi était plus importante. Donc, en termes de probabilité, on a une très bonne probabilité. C'est les capacités de flexibilité attentionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par flexibilité attentionnelle avec le TEA? C'est un comptage, ça va être la capacité pour l'enfant à alterner un comptage croissant, qui est une tâche automatique, avec un comptage décroissant, qui est une tâche plus complexe, qui n'est pas la même tâche, et avec des flèches qui s'accélèrent, c'est-à-dire qu'il faut que je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après, il y a une flèche vers le bas, il faut que l'enfant aille vers le bas, puis après, ça remonte, et il va devoir alterner comme ça cette tâche de comptage croissant et de comptage décroissant. Et il y a un score de vitesse et un score de précision pour voir les erreurs qu'ils font, avec une tâche aussi qui est chronométrée. Donc là, les enfants à haut potentiel intellectuel, même en population clinique, ont en effet d'excellents scores donc pour la flexibilité attentionnelle qui représente ce qu'on appelle le switching, mais aussi finalement l'adaptation au changement. Donc ça, c'est un point qui, moi, me paraît essentiel, y compris parce que même si on retrouve des très bons résultats du côté capacité attentionnelle pour d'autres types de capacités attentionnelles, le meilleur résultat, c'est quand même sur la flexibilité attentionnelle du côté des enfants à haut potentiel. Après, on retrouve aussi des différences significatives avec des scores plus élevés du côté des enfants à haut potentiel pour l'attention divisée, à savoir être capable de pouvoir se concentrer sur deux types de stimuli sensoriels différents, visuels et auditifs plus précisément, dans le cadre de la tâche qui est donnée dans le TEA. Donc, si ma mémoire est bonne, je crois que ils doivent compter donc ils doivent compter des pas. Enfin, ils ont un stimulus visuel. Bon, je ne vais pas te dire de bêtises. Je ferai que les psychologues là, parce que c'est pas moi qui les fais passer, c'est vraiment du domaine des psychologues. Mais en tout cas, c'est un stimulus visuel qui doit être en effet intégré à un stimulus auditif. Et en effet, là, les enfants à haut potentiel sont en effet meilleurs au niveau de leur score, de leurs résultats, que les enfants non à haut potentiel. Et enfin, de façon surprenante, l'attention soutenue, on ne s'attendait pas forcément à ça, puisque l'attention soutenue va consister à prendre, il y a une feuille où il y a une tâche qui est assez monocorde, puisqu'il va y avoir des petits monstres à entourer, et avec une page entière de petits monstres qui sont rapprochés les uns des autres, et on aurait pu s'attendre à ce que les enfants au potentiel, ça ne les intéresse pas, ils vont décrocher. Et ben, même sur ce type de tâches-là, ils ont des meilleurs résultats de façon significative quand on les compare aux enfants qui ne sont pas au potentiel. Donc voilà, donc, je voulais vraiment attirer votre attention sur ce point-là qui va nous amener après à pouvoir discuter de l'importance des capacités attentionnelles. Alors, en termes de conclusion et de perspective, le premier point, je reviens sur ce que vous a développé donc Solène, à savoir donc les troubles anxieux. Alors, Solène vous a dit en effet qu'il y a 80% des parents qui vont nous appeler au téléphone par rapport à dire que leur enfant, ça c'est le screening par téléphone avec la secrétaire, est-ce que leur enfant est anxieux, pas anxieux, etc. Mais ça, c'est de l'observation parentale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on tombe quand même à 40%, ça c'est quand même pas n'importe quel chiffre, 40% sur l'observation par le pédopsychiatre. Donc, on est là sur la classification de à l'époque, c'était la CIM-10, maintenant on va passer à la CIM-11. Mais donc, il y a quand même 40% de troubles anxieux. Je répète, je regarde mes collègues, qu'il s'agit d'une population clinique. Donc voilà, c'est pas l'enfant à haut potentiel tout venant, mais c'est quand même pas inintéressant que dans les difficultés en termes psychologiques qui peuvent apparaître, il y a ces troubles anxieux qui sont quand même vraiment relativement, on va dire, comme fréquents. 40%, c'est quand même pas. Et diagnostic pédopsychiatrique, et vous voyez bien qu'on chute quand même à la moitié de ce que disent les parents. Donc ça aussi, c'est important aussi du coup d'avoir différentes sources d'observation. Ça ne veut pas dire que les parents ont tort, ça veut dire qu'on les voit dans un autre contexte, un contexte d'évaluation. Les parents les voient dans le contexte de la vie quotidienne et ils les repèrent de façon différente. Je ne m'avancerai pas pour dire ils ont raison ou on a raison, ils ont tort ou on a tort. C'est juste, ça me souligne l'importance d'avoir
accès à des sources d'observation différentes et des évaluations là, en milieu écologique à la maison versus finalement dans une situation d'évaluation classique avec des tests ou avec un regard, avec un entretien fait par un pédopsychiatre. Alors, du coup, ces troubles anxieux, bien évidemment, c'est important de dire qu'on va essayer de proposer des prises en charge thérapeutiques. J'ai insisté aussi sur pédagogique parce que c'est là où on se dit que quand on voit qu'il y a des capacités attentionnelles qui sont préservées même en population clinique, la partie pédagogique est essentielle à préserver de façon à maintenir l'intérêt de l'enfant et la motivation de l'enfant et que l'enfant, malgré certains troubles, y compris des troubles anxieux, peut tout à fait se récupérer, comme ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le langage verbal, qui va pouvoir jouer un peu un rôle de contenant et permettre que l'enfant ne soit pas complètement débordé par son anxiété. Donc, c'est là où vraiment la partie pédagogique joue un rôle important. Et au jour d'aujourd'hui, au CNAP, ce n'est pas à nous en tant que pédopsie ou psychologue d'aller mettre la partie pédagogique, mais par on travaille avec l'école, on travaille avec les partenaires et on a aussi 3 enseignantes au sein du CNAP qui vont permettre de pouvoir développer ce travail avec les enseignants par rapport justement à comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner mieux cette pédagogie qui peut jouer un rôle important, pas parce qu'elle serait forcément complètement décalée, mais parce qu'elle nous permettrait de pouvoir aussi atteindre certains objectifs qu'on peut viser par rapport à des troubles anxieux. Donc voilà, et donc d'où l'importance, c'est pour ça que j'ai vraiment souligné, mis en exergue l'importance de l'articulation avec des professionnels, éducation nationale, soins et chercheurs aussi, parce que c'est évident que quand on a des résultats comme ceux décrits par Solène, après il y a qu'est-ce qu'on en fait, comment on réfléchit, comment on va plus loin, comment on affine nos résultats, comment on ne se contente pas juste de dire, je ne sais pas, hypersensibilité émotionnelle. L'hypersensibilité émotionnelle, peut-être quand on va sur des choses beaucoup plus riches, si en effet on va la définir de différentes façons, y compris dans des contextes d'évaluation différents. De plus en plus, je pense que la clé, c'est d'être dans des contextes aussi différents, dans des lieux différents, qui vont permettre du coup de faire apparaître des facettes différentes. Et j'insiste aussi en lien avec les parents, puisque les parents vont aussi voir leur enfant dans certaines situations, ils ont l'expérience de leur enfant. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi à entendre ce qu'ils peuvent nous dire et accompagner ces parents pour que, quand ils sont inquiets, on puisse prendre aussi soin de cette inquiétude, parce que on peut aussi dire que l'inquiétude des parents va aussi avoir certaines répercussions sur l'enfant. Donc c'est vraiment une approche globale qui comprend l'enfant en difficulté et ses parents. Alors, le deuxième point de la conclusion, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Alors, l'hypersensibilité émotionnelle, vous avez vu que ça ne sort pas du tout du côté des grilles, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument tout jeter en disant qu'il n'y a pas quelque chose qui est intéressant. Mais j'insiste sur un point, c'est pour ça que comme j'insiste sur un point, là, je descends auprès de vous, c'est attention donc aux clichés, parce que du coup, on introduit un biais de repérage. C'est-à-dire que si on est persuadé que pratiquement tous les enfants à haut potentiel intellectuel ont cette hypersensibilité émotionnelle, ça veut dire que l'enfant qui ne va pas forcément réagir en termes émotionnels, vous allez passer à côté alors qu'il est peut-être à haut potentiel intellectuel. Donc ça dessert même les intérêts des enfants à haut potentiel intellectuel. Donc, attention aux représentations qui sont souvent des surreprésentations. Et c'est pour ça que je finis sur la nécessité d'études ultérieures pour comprendre un peu mieux ce qui se joue par rapport à cette hypersensibilité émotionnelle. C'est pareil par rapport aux échelles d'intelligence émotionnelle, etc. Je me rappelle d'un très beau topo qui avait été fait par Jacques Grégoire, comme quoi c'est assez compliqué et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore des échelles qui sont complètement validées à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y atteler et il ne faut pas continuer à développer. J'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes dans les outils qui peuvent être proposés, mais je pense qu'il faut aller plus loin au niveau de la recherche avant de conclure et d'aller utiliser ça en particulier dans des grilles académiques. Troisième point. Alors, je l'appelle entre guillemets parce que là encore, il y a une définition par rapport aux hypersensibilités sensorielles. On va dire que ce que je mets sous le mot d'hypersensibilité sensorielle, c'est les résultats qui nous ont interpellés au niveau des capacités attentionnelles, à savoir cette meilleure capacité qu'auraient les enfants à haut potentiel intellectuel à percevoir des stimuli sensoriels environnementaux. Qui dit stimuli, sensoriel, ça peut être visuel, auditif. Vous avez vu sur le test Everyday Attention, c'était aussi bien auditif que visuel, par exemple. Et ça nous interpelle. Et du coup, par rapport à ce topo, je vous remercie de m'avoir invité parce que je me suis dit finalement, on parle de haut potentiel intellectuel, on parle de haut potentiel créatif. Quid peut-être d'un haut potentiel attentionnel
qui permettrait finalement que certains enfants perçoivent d'une façon différente leur environnement, parce qu'ils vont être avec une sorte d'hypervigilance par rapport à des signaux environnementaux. Après, il y a d'autres étapes sur le filtre, sur l'encodage, etc. Mais ne serait-ce que cette perception qui peut être en effet beaucoup plus peut-être exacerbée chez certains enfants et qui permettrait que du coup, l'environnement ne va pas être perçu de la même façon et que c'est peut-être un aspect de l'intelligence qui est absolument essentiel. En tout cas, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que sur les résultats qu'on a pu avoir, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce résultat, les capacités attentionnelles sont sorties non seulement au niveau finalement de grilles qui relèvent vraiment de l'observation clinique de base, que ce soit du côté des parents d'enfants à haut potentiel comparé aux observations des parents enfants non à haut potentiel intellectuel, mais ça sort également au niveau cognitif, ce qui est tout à fait différent, au niveau par exemple du test Everyday Attention, et donc alors qu'on est en population clinique. Donc moi j'insiste sur cet aspect-là pour deux raisons. Un, pour le repérage, et vous avez vu que c'est important dans la grille de repérage, ça fait partie des 3 malheureuses variables qui arrivent à discriminer les 2 groupes. Et deuxièmement, parce que ça peut être aussi une ressource sur laquelle on peut s'appuyer, s'étayer quand ces enfants sont en difficulté et qui probablement est insuffisamment exploité au jour d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, je vais glisser rapidement là-dessus parce que souvent je montre cette diapo, mais c'est insister sur l'importance d'une approche globale, à savoir que on se situe sur des enfants qui ont certains troubles en population clinique, avec des facteurs psychologiques. Bien évidemment que le développement du haut potentiel, qu'il soit intellectuel, alors je vais faire exprès, créatif et attentionnel, ça va se construire, se développer avec des facteurs psychologiques, mais aussi avec des facteurs biologiques. On ne va pas en parler de ça aujourd'hui, mais bien évidemment qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent aussi contribuer. Mais je voudrais insister sur le point qui est à côté, là, qui est à votre droite, qui est l'importance des facteurs d'environnement, avec le premier environnement, bien sûr, qui va être le milieu, donc l'environnement familial, puis l'environnement scolaire et puis l'environnement sociétal, sachant que ces 3 environnements coexistent avec bien évidemment des interactions, parce que ces facteurs d'environnement vont permettre de pouvoir soutenir le développement donc, de ces potentialités, que ce soit sur le plan donc, intellectuel, le plan créatif ou le plan également, maintenant je le rajoute, le plan attentionnel au regard des résultats qu'on a. Et pour conclure, donc, je voudrais insister sur le rôle de ces facteurs d'environnement, en reprenant justement les 3 environnements que on fait un focus sur la partie droite, donc sur les 3 environnements dont on a parlé, à savoir familial, scolaire et sociétal, en parlant d'un haut potentiel qui soit donc intellectuel, créatif et attentionnel, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y avait différents facteurs, il y a 4 facteurs qui reviennent, qu'on retrouve dans ces différents environnements et qui sont des facteurs qui vont permettre le développement donc des potentialités, qu'elles soient intellectuelles, créatives ou également attentionnelles. Et ces 4 facteurs, donc c'est motivation, enrichissement, effort, soutien, à savoir, ce n'est pas la motivation de l'enfant, c'est la motivation de l'environnement, y compris si on est du côté de l'environnement familial, la motivation des parents. Si on prend l'exemple au niveau intellectuel, donc ça va être la motivation pour que l'enfant en effet donc développe ce potentiel intellectuel. Qu'est-ce que ça représente pour les parents que leur enfant ait un potentiel intellectuel? Je dis bien, on voit bien qu'il y a des parents pour lesquels en effet ça joue un rôle, quel que soit le niveau socio-économique, ça peut jouer un rôle, et c'est là où c'est très important dans nos entretiens. Systématiquement on demande s'il y a d'autres personnes dans la famille qui ont un haut potentiel intellectuel. Peut-être pour des raisons génétiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on pense en effet que dans l'histoire familiale, le haut potentiel intellectuel peut être porté, peut avoir un rôle, et que c'est tout à fait important de comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette famille par rapport à comment ils investissent et comment ils se représentent le haut potentiel intellectuel. C'est pareil du côté donc, du développement de la créativité, c'est pareil du côté aussi de capacité attentionnelle qui ferait que l'enfant finalement serait amené à être extrêmement vigilant par rapport à différents stimuli environnementaux dans lesquels il peut être, dont il peut s'imprégner. Pareil au niveau de l'enrichissement. Vous pouvez avoir un enrichissement intellectuel, on peut donner l'exemple des livres, avec des environnements à la maison où il peut y avoir des livres, ou des parents qui vont lire des histoires à leurs enfants. On a un très joli résultat sur les enfants issus avec un niveau socio-économique défavorisé, puisque au CNAP, donc pour tous les enfants d'Ille-et-Vilaine, c'est totalement gratuit. Il y a 4 demi-journées d'évaluation totalement gratuites. Donc on a un certain nombre d'enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Et on retrouve cette histoire de la lecture. Alors vous allez me dire, plein de parents lisent des histoires à leurs enfants. Moi, ce qui m'a paru très étrange, c'est des parents qui lisent dès la naissance des livres à leurs enfants. Et on a un résultat qui est très joli, qu'il faut absolument qu'on publie, c'est que plus la lecture donc à l'enfant se fait tôt, dans 0 à 3 ans, donc le plus tôt possible de la naissance, et plus le score de QI total est élevé et l'indice de compréhension verbale est élevé.
Et ça ne marche pas quand on raconte juste une histoire comme ça à son enfant. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des livres et que les livres aient des images et plein d'autres choses qui font partie de la recherche. Voilà. Et on a dupliqué ces résultats en Chine, où j'ai passé 4 mois en Chine, on a exactement les mêmes résultats en Chine. Alors, tout ça pour dire que l'enrichissement avec des livres, que ce soit lire des histoires, que ce soit un environnement avec des livres, joue un rôle important, par exemple, c'est un exemple. C'est pareil par rapport à la créativité, l'enrichissement avec un milieu musical, avec un enfant qui, dès sa naissance, comme Mozart va entendre je dis ça pour Maria par rapport à Mozart, qui connaît très bien l'histoire de Mozart, qui va entendre donc, du coup plein de la musique, il va baigner, il va être dans un bain musical qui va faire, ce n'est absolument pas la même donne au niveau du développement de sa potentialité créative, c'est évident. Il ne va pas partir avec le même bagage que d'autres enfants qui ne bénéficient pas de cet environnement. Pareil pour l'environnement, je fais l'hypothèse que c'est pareil pour le potentiel attentionnel, où il va y avoir des parents qui vont en effet amener leur enfant à être vigilant, à capter certains signaux, à être curieux, etc. Et donc là aussi, je pense qu'il peut y avoir des environnements familiaux qui vont ne pas donner la même chose au niveau du développement du potentiel attentionnel. Voilà, donc l'enrichissement, l'effort, ce n'est pas l'effort de l'enfant, c'est la valorisation de l'effort par l'environnement. C'est comment les parents, puisque je donne l'exemple de l'environnement familial, vont valoriser donc l'effort, sachant que pour qu'il y ait expression au potentiel, qu'il soit intellectuel, créatif ou attentionnel, il y a en effet un effort, il y a du travail, c'est le task involvement qui est décrit donc par Renzulli. Il y a toujours en effet une part donc, de travail, et c'est comment l'environnement va valoriser ce travail, que ce soit l'environnement familial, que ce soit l'environnement scolaire, comment au niveau de l'environnement scolaire, on va avoir en effet l'accompagnement pour aller donc jusqu'à la réalisation de la tâche avec l'idée qu'en effet, cet effort va permettre qu'on puisse arriver à produire quelque chose. Donc, la valorisation de l'effort est essentielle donc, dans le milieu familial, dans le milieu scolaire et dans le milieu également sociétal. Il y a des sociétés qui vont valoriser plus l'effort que d'autres. Et enfin, donc, le dernier point, c'est le soutien, c'est l'apport de l'environnement, dans un soutien à l'enfant, qu'il soit psychologique, affectif, voire également, il ne faut pas l'oublier, financier par rapport à la réalisation de projets. Voilà, bah écoutez, je donne l'exemple de l'environnement familial, c'est vrai aussi pour le scolaire, c'est vrai pour le sociétal. Je pense que pour le sociétal, par exemple, en termes d'enrichissement, il va y avoir tout ce qui va permettre qu'on puisse voyager, découvrir donc des milieux donc différents et du coup être capable d'avoir une certaine flexibilité, y compris attentionnelle, et que cet enrichissement il est précieux pour pouvoir justement accéder à un ailleurs. C'est un des problèmes qu'on a actuellement par rapport à la crise sanitaire avec les adolescents et qui fait que un certain nombre d'entre eux sont dans un état de mal-être. Mais en tout cas, l'enrichissement, il existe bien évidemment aussi au niveau de l'environnement sociétal. Et je vous remercie de votre attention. On va vous proposer de faire une petite pause café, thé, choses à grignoter en bas au niveau du foyer. Donc il faut redescendre les escaliers et puis on se retrouve ici à 11h30 pour la suite. Merci.